Législative 2013, l'organisation est en marche avec l'arrivée hier à Bamako des bulletins de vote en provenance du Liban. Imprimés à hauteur de plus de 8 millions, les bulletins ont déjà commencé à être acheminés dans différents endroits. Bientôt, une nouvelle série télévisée sur l'ORTM intitulée Dougouba Sigui, où la vie en ville fait voir et sensibilise sur les us et coutumes de notre société. Le premier coup de clap a été donné par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'actualité depuis hier, c'est la libération du gouvernorat et des locaux de l'ORTM à Kidal. Le gouvernement vient de prendre acte de la libération des 10 locaux et se dit déterminé à poursuivre les pourparlers avec les groupes armés afin de parvenir à un accord définitif. Les deux parties doivent se rencontrer le 22 novembre prochain pour définir un certain nombre de points comme par exemple les modalités de cantonnement et de désarmement. Le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord sur l'acte d'hier avec notre reporter Mohamed Jara. Nous prenons acte tout simplement du fait qu'ils aient exécuté la décision qu'ils avaient acceptée de prendre le 9 novembre. Nous prenons acte de l'exécution de cette décision. Est-ce que ces locaux sont utilisables maintenant? Ils ne sont pas utilisables en l'état. D'abord, il faut faire tous les contrôles de sécurité. Il y a une équipe du génie militaire qui est sur place, qui est en train de procéder à ce travail, non seulement à l'intérieur du bâtiment, mais dans tout le pourtour de la zone administrative. Ce qui vient de se passer hier est un premier pas positif vers la prise de contrôle total de la région de Kidal. Alors, qu'est-ce que cela va apporter dans le cadre des pourparlers? Est-ce que c'est une avancée? C'est un pas vers la bonne direction, mais il y a d'autres pas qu'il faudra bien sûr qu'ils soient franchis pour que nous allions vers des discussions, des pourparlers inclusifs, qui sera fait avec l'ensemble des parties prenantes à la crise. Ce ne sera pas un dialogue avec les groupes armés seulement. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui bloquer les négociations? Moi, je crois que les négociations vont avoir lieu. Il y a une dynamique positive pour cela. Et je pense que dans les plus brefs délais, le gouvernement va enclencher les pourparlers inclusifs avec toutes les parties prenantes. Il faudra que nous convenions des modalités pratiques du cantonnement hors de Kidal. Alors, vous avez parlé des modalités du cantonnement. Est-ce que vont être désarmés d'avoir des cantonnements? Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez déjà une idée claire? Oui, nous savons comment il faut procéder. Il y aura d'abord le cantonnement, puis après, cela sera suivi par un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Est-ce qu'il y a des sites qui ont été déjà identifiés pour cela? Tout à fait. À Kidal? Oui, à Kidal, dans la région de Kidal. Alors, monsieur le ministre, quand c'est le cantonnement? Je pense que ça va débuter bientôt, maintenant que nous sommes dans une atmosphère plus ou moins positive. Je pense que nous allons commencer les discussions à partir du 22 novembre pour mettre en place ce mécanisme de cantonnement. Vous êtes optimiste? Moi, je suis toujours optimiste. Le dialogue aboutira parce qu'il n'y a pas autre possibilité pour ceux qui sont en face de s'inscrire dans le cadre d'un État unitaire, d'un État souverain du Mali. Ils n'ont pas le choix. Avec cette nouvelle donne, le ministre Cheikh Oumar Diarra profite pour revenir sur le programme de réhabilitation des régions du Nord, lequel programme d'urgence est en voie de finition. Il coûtera au gouvernement et à la Banque mondiale plus de 100 millions de dollars. Le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, toujours au micro de Mohamed Diarra. Il y a deux programmes. Il y a un programme d'urgence qui est mise en œuvre actuellement à travers les 3 régions pour réhabiliter les bâtiments qui ont été détruits, saccagés durant la période de l'occupation, faciliter le retour de l'administration dans les 3 régions, des services sociaux également, et il y a un plan de développement accéléré des régions du Nord que nous sommes en train
finalisé, qui a déjà été adopté, mais nous sommes en train de le finaliser. Il y a encore un certain nombre de choses qu'il faut mettre au point. Et nous allons avoir un grand programme de reconstruction avec la Banque mondiale de plus de 100 millions de dollars que nous sommes également en train de finaliser, sans compter d'autres programmes qui sont en cours de discussion et qui vont également permettre de changer la situation dans les 3 régions du Nord. Mobilisation tous azimuts sur la question du Nord. Rabat, la capitale marocaine, a abrité hier une conférence internationale sur la sécurité dans la bande sahélo-saharienne. La rencontre a essentiellement porté sur la sécurité des frontières. Le Mali était représenté à cette rencontre par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Zébi Ould Sidi Mohamed est au micro de notre envoyé spécial Ibrahima Traoré. Le fait que tout le monde se mette ensemble à ce niveau pour discuter des questions de sécurité des frontières, pour moi, ça c'est déjà un point positif. Le deuxième point positif de la rencontre de Rabat, c'est qu'elle lance un appel encore de soutenir la Libye, d'où est venu tous les problèmes pour le Mali et pour tous les Sahel, parce que c'était l'effondrement de l'État libyen dont nous payons les prix aujourd'hui au Mali. Ça, tout le monde le sait. Et troisièmement, le fait aussi qu'il y a désormais un centre de formation au Maroc pour la formation des agents pour la sécurité des frontières. Et il y a un secrétariat aussi qui est chargé du suivi. Et la prochaine date pour la même réunion, pour s'inscrire dans la continuité, elle aura lieu en Égypte. Donc je crois que c'était une rencontre vraiment positive, les résultats sont tangibles. Le développement des régions du Nord, on en parle aussi en 4e région. C'est ainsi que 500 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe d'un nouveau programme dans la région de Ségou dénommé Programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord. Ce programme vise la réhabilitation et la reconstruction de nouveaux édifices publics pour les secteurs de Djabali, Nampala et Sokolo. C'est le gouverneur Thierno Bokar Cissé qui a donné le premier coup de truelle en présence de notre correspondant Dougoufana Traoré. Ce programme de 500 millions de francs CFA qui vient de voir le jour dans la région de Ségou permettra de réhabiliter et de reconstruire plusieurs bâtiments administratifs et ceux des services techniques de Sokolo, Djabali et Nampala. Le programme prend en charge l'équipement de certains services de développement. À Djabali, on se réjouit de l'appui du gouvernement et c'est désormais le retour de l'espoir dans le secteur. Nous sommes fiers du bien fondé de l'appui que le gouvernement du Mali et ses partenaires viennent reconstruire nos infrastructures détruites par les djihadistes. La GTR est retenue comme maître d'ouvrage est consciente de l'urgence du programme et mettra tout son talent pour soulager la souffrance des populations à temps. Compte tenu de l'urgence de compresser les phases qui sont compressibles, mais il y a d'autres qui ne le sont pas, on est obligé de respecter les délais. Et la convention elle-même a été signée le 29 octobre. Donc tout le processus prend une durée de 6 mois. De toute façon, les 500 millions de francs CFA sont une première tranche et une meilleure utilisation de ces fonds facilitera la mobilisation de d'autres. Le présent programme d'urgence pour la relance du développement constitue pour nous une grande opportunité. Il procédera à la réhabilitation des infrastructures endommagées et à la mise en œuvre des programmes d'investissement dans les différents secteurs de développement pour l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations vivement affectées. L'arrivée de ces 500 millions de francs CFA a été vivement saluée par les populations de Djabali. D'autres bonnes volontés sont sollicitées pour appuyer l'effort du gouvernement et de ses partenaires afin que Djabali et Nampala puissent retrouver leur visage d'antan. Tous les réfugiés se trouvant sur le territoire malien ont désormais la possibilité de se procurer la carte d'identité de réfugié. La cérémonie officielle de lancement de la campagne de sensibilisation sur la carte d'identité a eu lieu au Centre international de conférence de Bamako. Et l'octroi de cette carte valable 5 ans revient à l'État du Mali. Les réfugiés âgés de 10 ans et plus sont concernés par cette opération, nous dit Lamine Keïta.
Avec le lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur la carte d'identité des réfugiés, c'est un palier supplémentaire qui vient d'être franchi dans la protection des différents droits des réfugiés au Mali. L'État malien donne ainsi la possibilité à tous les réfugiés âgés de 10 ans et plus de bénéficier de cette carte qui permet l'accès à plusieurs droits. Avec ces cartes, les réfugiés pourront désormais être identifiés comme tels, pourront accomplir tous les actes administratifs et commerciaux, circuler librement sur toute l'étendue du territoire et enfin améliorer considérablement leurs conditions de vie avec un accès à l'emploi et aux autres services de base. C'est un pas très important et un acte de grande portée humanitaire que le Mali vient de poser. Le Mali abrite à ce jour 14 396 réfugiés, constitués majoritairement de Mauritaniens et d'Ivoiriens. Le représentant du ministre de l'administration territoriale à la cérémonie s'est félicité de la collaboration entre le HCR et son ministère pour la réussite de cet événement. Le Mali, malgré les épreuves difficiles auxquelles il est confronté, notre pays et le gouvernement ont toujours poursuivi leur mission de protection et d'assistance aux réfugiés et aux demandeurs d'asile qui ont choisi le Mali comme terre d'asile. Conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux et régionaux que le Mali a ratifiés. La présente campagne de sensibilisation répond aux besoins d'informer tous les Maliens en général et de façon spécifique les services administratifs et ceux de la sécurité sur le cas des réfugiés. Je vous le disais dans les titres législatives 2013, le matériel électoral se met en place avec l'arrivée hier des bulletins de vote en provenance de Beyrouth au Liban. Le lot a été réceptionné par le président de la commission logistique du comité de pilotage des élections en présence du premier questeur de la commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la commission logistique et le représentant de la CENI, tous deux au micro de Moïse Traoré. Par rapport aux bulletins qui ont été imprimés, il y a à peu près 6 829 596 bulletins. Ça correspond au nombre d'électeurs. Et par rapport aux instructions qui ont été données à l'imprimeur, il fallait conditionner ces bulletins par carnet de 50 bulletins. Et les carnets ont été également regroupés dans des cartons. Donc vous trouvez dans un carton 40 carnets de bulletins, soit 2000 bulletins. Et également, les palettes sont constituées de boîtes. Et vous savez que dans une palette, vous avez à peu près 24 cartons. Donc il y a une palette par circonscription, mais les circonscriptions qui sont un peu plus grandes, et vous avez plus de palettes et pour tenir compte vraiment de l'effectif des électeurs dans cette circonscription. Vous voyez déjà des camions qui sont là dans la cour. C'est des camions qui vont être chargés tout de suite pour s'ébranler en direction des cercles. Donc nous espérons que d'ici la nuit, on va envoyer le maximum de bulletins sur les cercles qui sont concernés par ces élections-là. Aujourd'hui, je suis là parce que les bulletins sont arrivés. J'étais aussi en mission à Beyrouth pour effectivement voir comment ça a été conçu, comment tout cela a été préparé. Et maintenant, c'est arrivé, donc on est venu pour les réceptionner, pour voir si les quantités qui ont été commandées, les quantités qui ont été demandées ont été exécutées. Est-ce que ces bulletins, il y a une différence de qualité par rapport à la présidentielle? C'est exactement la même chose, hein, c'est le même papier. Les candidats de l'Alliance PSDA, RJS, APDM, PRDT et Bara du cercle de Kati ont procédé au lancement officiel de leur campagne pour les législatives du 24 novembre prochain. C'était hier matin à Kongola. Kongola est situé dans le village de Sibi. Moussa Fane. Les habitants de la commune de Sibi ont pu apprécier ce jeudi le projet de société des candidats de la liste de regroupement des partis politiques PSDA, RJS, APDM, PRDT et Bara. Les postulants ont sollicité la confiance de la population du cercle de Kati pour leur permettre de briguer un mandat de 5 ans à l'Assemblée nationale. J'ai décidé d'être candidat tout simplement parce qu'aujourd'hui,
nous avons remarqué que la jeunesse est complètement délaissée. La stratégie que nous allons déployer les prochains jours, si Dieu le veut et que nous devenons députés, ça serait simple. C'est essayer de mener une politique autour de la jeunesse, autour des idéaux de la jeunesse, pour que les uns et les autres prennent conscience qu'aujourd'hui, réellement, la jeunesse est le moteur, la jeunesse est le devenir de ces pays-là. Je suis candidate du parti PSDA et je souhaiterais, une fois élue, contribuer à rehausser la mission de député à l'Assemblée nationale. J'invite la population de Kati et environnants à voter ma liste. Le président du Parti social-démocrate africain PSDA a invité toute la population de Sibi à sortir massivement pour voter aux élections législatives du 24 novembre prochain. Selon le président Ismaël Sako, le développement de tout pays passe par une assemblée capable de suivre les actions gouvernementales. Un député n'est pas là pour construire les routes, encore moins faire des écoles, des dispensaires. Nous ne sommes pas dans ce type de surenchère politique, mais le message qu'on leur a donné et avec lequel ils travaillent, c'est d'écouter plus la population, c'est de poursuivre l'action gouvernementale et de veiller à la mise en œuvre des promesses que le gouvernement a décidé de faire pour que le Mali soit un pays de cohabitation. Les jeunes et les femmes du regroupement ont retiré leur soutien aux candidats de l'Alliance PSDA, RJS, APDM, PRDT et Bara. Lancement à Banamba du projet de sensibilisation et d'éducation civique électorale pour les cercles de Nara, Djoila et Banamba. Cette activité a été financée par le PNUD à travers le projet d'appui au processus électoral au Mali. Et l'ONG, Association de formation et d'appui au développement, chargée de l'exécution, doit permettre aux acteurs politiques des 3 cercles de s'informer et se mobiliser sur les enjeux du processus électoral, et cela à quelques jours des législatives. Seydou Traoré. Ce projet d'éducation électorale dans les cercles de Banamba, Djoila et Nara devra aboutir à un vote massif aux élections législatives du 24 novembre prochain. 150 acteurs politiques de ces cercles seront mobilisés au cours de cette initiative citoyenne pour contribuer au renforcement de la participation populaire au scrutin législatif et à la vie publique. À environ 10 jours des législatives, l'ONG Association de formation et d'appui au développement AFAD et le PNUD à travers le PAPEM cherchent davantage à vulgariser les fondements juridiques des élections législatives, la loi électorale, les droits et devoirs des citoyens et l'observation des élections. AFAD, le PAPEM, les autorités, les partenaires au développement, tout le monde actuellement a le même souci, c'est que le Mali aille à des élections réussies et apaisées. Donc nous nous mobilisons tous pour aller dans les coins et recoins du Mali pour informer tout le monde. Nous kunnafoni nin kafsa cercle kono parce que moko chama de bi député sigi sera ambe wuli amba kun fe député sigi sera ngata ni ba to dugu dew ukanga bokata voter anga voter chugodi anga voter dana moko jime anga voter candidat mi se kanga dugu bara mi hakili bi fasura. À Banamba, les représentants des partis politiques venus des 9 communes du cercle doivent servir de relais auprès des populations pour une visibilité claire du processus électoral. C'est un sentiment de joie et de fierté pour AFAD avec son partenaire PAPEM qui viennent en appui à des représentants des partis politiques et des membres de la société civile pour une bonne participation aux élections législatives, les informer, les sensibilisations, les former par rapport à ce processus. Selon le directeur exécutif de l'ONG AFAD, les radios privées et communautaires sont associées à ce projet dans le but final de réussir des élections législatives crédibles, apaisées, avec un bon taux de participation. Le délégué général aux élections invite les mandataires des partis politiques et des candidats indépendants à une rencontre d'information sur le fichier électoral biométrique 2013 devant servir à la tenue des scrutins législatifs du scrutin législatif des 25 novembre et 15 décembre prochains, le lundi 18 novembre à 10h à la Bibliothèque nationale. Il sera remis à chaque mandataire une copie de la carte électorale et le répertoire des lieux et bureaux de vote. Vu l'importance de l'objet de la rencontre, le délégué général s'attend à voir tous les partis représentés. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre prochain,
Le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le samedi demain samedi 16 novembre pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, PSDA, 9h20, liste indépendant Nouveau Soleil, 9h40, UMP, 10h, indépendant Faba Serré, 10h20, indépendant Badigna, 10h40, Yelema, 11h, M plus Ramata, 11h20, APDM, 11h40, URP, 12h, MDD, 12h20, l'UFDP, 12h40, le Parena, 13h, phare, 13h20, indépendant BBT, 13h40, le Sénit Faso Yiriwaton et 14h, Modec. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats PACP, RDP, Madi, indépendant Fabara Makara, indépendant Boubakari Diko et Alliés, RPC, UMPC, Myria, indépendant Magasuba, Adema, REDD, la CODEM, CNES Faso Yiriwaton et le PE. Voilà. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a offert un déjeuner d'adieu à la représentante de l'UNICEF en fin de mission dans notre pays. Françoise Skerman, c'est son nom, a émis des vœux pour notre pays d'une part et d'autre à l'endroit des enfants en situation difficile. Cérémonie d'adieu déroulée en présence de notre reporter Fatoumata Kone. Après 1 an et quelques mois de présence, Françoise Ackerman s'apprête à quitter notre pays. Pour marquer sa fin de mission ici au Mali, la représentante de l'UNICEF a eu droit à un déjeuner d'adieu offert par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Sous votre impulsion, l'UNICEF a apporté un appui constant aux efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants, mais aussi des déplacés. L'UNICEF a remis le 6 novembre 2013 au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique un important lot de matériel d'une valeur de 3 315 828 $, soit 1 603 3 888 francs CFA. Françoise Ackerman garde de bons souvenirs du Mali. Elle a surtout été marquée par la diversité culturelle de notre pays. J'ai voyagé dans votre pays et j'en comprends la diversité et je commence à en comprendre aussi la complexité et la richesse. Toutes les communautés, que ce soit dans le sud ou dans le nord, sont prêtes à se réconcilier et que tous les enfants veulent la paix. Ça, je l'ai entendu partout. Ma pensée va aux enfants de Kidal, dans une situation où cela fait presque 2 ans qu'ils n'ont pas été à l'école. Ma pensée, bien sûr, va aussi aux enfants qui n'ont jamais été à l'école. On les estime, le ministère de l'Éducation les estime à 1,2 million, donc on ne parle pas d'un petit chiffre. Une nouvelle catégorie d'enfants à risque pour le Mali, ce sont les enfants qui sont recrutés par les forces armées et les groupes armés. Les négociations avec les différents ministres pour signer finalement, élaborer et signer ce protocole qui devait les protéger. Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme était en visite à Djenné. À Djenné, Madame Berthé Aïssata Bengali a visité le chantier de la Maison des Artisans et du siège de la Chambre des métiers érigé sur l'ancien site du palais de justice. Madame le ministre a profité de sa présence à Djenné pour rendre visite à la coopérative Sabounouma spécialisée dans la transformation de plastique usagé. La délégation a également assisté à une séance de démonstration des différentes phases de la fabrication. La cellule sectorielle de lutte contre le sida du ministère de la Justice lance ses activités. C'était à la faveur d'une journée de don de sang. Au menu des activités, collection des poches de sang et dépistage du VIH-Sida et d'autres maladies. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Mohamed Ali Bachili, a été le premier inscrit sur la liste des donateurs de sang. C'était en présence de notre reporter Batraoré.
Cette journée de don de sang consacre le lancement des activités de la cellule sectorielle de lutte contre le sida du département de la justice. Elle est à sa première édition et vise d'abord à collecter 200 poches de sang. Il s'agira aussi de procéder au dépistage du VIH-Sida et d'autres maladies qui constituent de véritables problèmes de santé publique. Le don du sang est un acte éminemment éthique. L'éthique du don situe tout d'abord la transfusion dans un environnement non marchand. Le don est bénévole, volontaire et anonyme. Malgré l'absence de statistiques sur les personnes vivant avec le VIH-Sida dans la famille judiciaire, le département de tutelle reste solidaire aux malades du sida. Nous tenons ainsi déjà à manifester notre solidarité avec tous les malades demandeurs de sang et nous réitérons notre conviction que la prévention demeure le meilleur outil de lutte contre le VIH et le sida. Les statistiques des personnes vivant avec le sida au sein de la famille judiciaire sont inexistantes parce que peut-être il y a des réticences au dépistage, peut-être parce que les gens ne se sont pas sentis concernés, mais il s'agit d'un problème de santé tout court. Le ministère de la Justice entend collecter beaucoup de poches de sang. Les membres du cabinet ont donné le ton et l'activité s'étalera pendant une semaine au tribunal des 6 communes de Bamako. Bientôt, une nouvelle série télévisée sur l'ORTM intitulée Dougouba Sigui ou la vie en ville. Le premier coup de clap de ce film a été donné ce matin par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies. Cette série fiction de 26 épisodes de 26 minutes réalisée par Boubacar Sidibé est une coproduction ORTM, Brico Film et Sarama Film. Nos us coutumes à l'écran. Une mise en scène plus qu'attrayante et compréhensible, nous dit Modibo Soiré dans son reportage. C'est au carrefour du monument de la paix, situé en plein cœur de Bamako, que l'équipe du tournage a choisi pour donner ce premier coup de clap de cette nouvelle série. Voici 234 premières. Après le succès qu'a connu la série télévisée Les Rois de Ségou, le réalisateur Boubacar Sidibé signe donc son retour sur la scène cinématographique avec cette nouvelle fiction intitulée Dougouba Sigui ou la vie en ville. L'œuvre nous donnera à réfléchir non seulement sur les enjeux de la vie sociale, mais permettra aussi de divertir les téléspectateurs à travers des sujets sérieux. Après la série historique sur le roi Mbamara de Ségou, est vue par plus de 250 millions de foyers à travers le monde, nous avons pensé faire une série urbaine où les acteurs sont nos concitoyens. Donc on a mis une famille polygame où, avec ses difficultés et ses atouts, et essayer de voir les acteurs et les gens qui tournent tout autour. Et c'est ce qui donne Dougouba Sigui. Cette fiction mettra en scène les difficultés de la vie, la recherche du pain quotidien et du bien-être matériel. Les rivalités entre coépouses dans une famille polygame seront aussi évoquées dans ce film. Bref, Dougouba Sigui donnera au public la possibilité de découvrir et de comprendre une mosaïque de valeurs maliennes et universelles. Ce film, dont le coût de production est estimé à près de 230 millions de francs CFA, viendra certainement enrichir les programmes de l'ORTM. Au-delà de la qualité des intervenants, des acteurs et tout le personnel, nous félicitons l'ORTM pour sa participation à cette production et nous encourageons cette production nationale. Vous savez, nous partons vers plus de télévision, donc le problème de contenu se pose. Bien sûr, les coûts de production restent encore un peu élevés par rapport à la concurrence internationale et mondiale. Mais il est certain que nous devons réfléchir ensemble pour trouver les voies et moyens pour financer plus de télévision locale parce qu'elle reflète mieux notre vie, la vie des souterrains. Et c'est cette production locale qui serait à même de diffuser plus de messages à l'attention de nos populations. Ce film va certainement permettre de donner plus de messages éducatifs. Dougouba Sigui, qui se veut une fiction d'un nouveau genre, verra la participation de plus de 200 comédiens maliens et autres figurants pour déballer certaines facettes de nos familles et de la société malienne. Le tournage prend fin le 15 janvier 2014.
Un autre film en préparation, Les Rebondeuses de choc. C'est le nom du documentaire réalisé par Kadiatou Konaté. Ce film sera axé sur les performances des aigles basketteuses du Mali, toutes catégories confondues. Le coup de clap a été donné, c'était hier, par le ministre de la Culture, Bruno Meiga. Au micro de Koumba Nyambele, le ministre donne son appréciation sur l'initiative. Je voudrais dire toute ma joie d'avoir été associé au lancement d'un tel événement qui est d'un grand intérêt pour nous en tant que département chargé de la culture, dont le cinéma est un pan essentiel. Je pense que la réalisatrice a été bien inspirée de songer à faire un film documentaire sur les jeunes filles basketteuses, étant donné que le basket représente aujourd'hui une voie d'émergence pour beaucoup de gens, dont les jeunes filles, et une voie d'émergence qui leur permet d'éviter pas mal de situations plus ou moins malheureuses auxquelles elles seraient exposées si elles n'avaient pas autre chose à faire. Et la présence sur ce plateau des championnes intéressante à plus d'un titre, en ce sens que celles qui présentement jouent et qui voient en face ce que les championnes sont devenues ou pourraient encore devenir, devraient trouver matière à inspiration, devraient trouver déjà des modèles, en tout cas devraient s'assurer dans leur tête que le basket reste bel et bien une voie de réussite sociale. Quel appel avez-vous donc à nos braves filles qui viennent tout de suite de remporter la Coupe d'Afrique? Elles ne sont encore que des cadettes. Et que ce que je leur souhaite de tout mon cœur, c'est que ce qu'elles ont pu faire en tant que cadettes, qu'à force de persévérance et d'abnégation, elles puissent un jour l'obtenir en tant que seniors. Le peuple malien sera encore 3 fois plus fier d'elles. C'est une pépinière pour le basket de demain. Je crois que cette pépinière sera entretenue par l'encadrement pour que dans 6 ans, ces cadettes championnes d'aujourd'hui soient les seniors championnes de demain. Voilà. Nous repartons au Maroc pour parler du démarrage de l'année scolaire pour nos futurs imams en formation au Maroc. Leur formation se déroule depuis hier dans le centre de formation où sont formés les imams marocains. La délégation malienne qui accompagnait et encadrait le déplacement de ces futurs imams a tenu à s'associer à l'événement. Nos envoyés spéciaux Alousseinou Touré et Tchédje Kamara y étaient également présents. Voici leur compte-rendu. De Bamako à Fès, en passant par Casablanca et Rabat, les futurs imams maliens sont l'objet de toutes les attentions, et pour cause. Ils sont les invités de Sa Majesté le roi du Maroc. Son représentant, la personne du chef du cabinet du ministère des Affaires religieuses et du Habous, a fait le déplacement à Bamako et a assisté à tout le processus de sélection et de mise en route des futurs imams. À présent, les voilà à Rabat, la ville où ils vont entamer leur formation. Mais avant, il leur a fallu faire un tour à Fès, la capitale et le berceau de la Tariqa Tidjania. Parmi les symboles de cette présence marquée de la Tidjania, la mosquée Karawil, construite en 245 après l'hégire par une femme pieuse nommée Fatima Fihiria, et depuis, il est resté un lieu d'apprentissage du Coran et de la science islamique. Mais la visite du mausolée d'Ahmed Tidjani, le fondateur de la Tariqa Tidjania, fut la plus émouvante et la plus décisive dans la détermination des futurs imams à se surpasser pour offrir une chance à notre pays et à ses croyants. Cheikh Ahmed Tidjani a vécu 80 ans et est décédé voilà 210 ans, mais sa science continue d'irriguer les villes et villages d'Afrique et d'ailleurs. La Médersa Atarine, du nom des marchands d'épices qui l'entourent, elle a été fondée entre 1323 et 1325 par le sultan mérinide Abou Saïd Othman. La Médersa Atarine a été restaurée par Sa Majesté le roi du Maroc et reste un élément phare du patrimoine historique marocain. Ce sont donc des endroits très célèbres de Fès, du Maroc et du monde musulman qui ont reçu la visite de nos futurs imams. Ces derniers d'ailleurs en sont sortis très marqués. Gageons que cette journée découverte les incite à plus de détermination dans le travail d'apprentissage. En tout cas, ce ne sont pas les moyens qui leur feront défaut.
Aloussene Touré depuis le Maroc. Ici à Bamako, la 11e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a pris fin. La caravane de sensibilisation et de formation des chauffeurs a parcouru plusieurs villes sur une distance de plus de 3000 km. La cérémonie de clôture a eu lieu au ministère de l'Équipement et des Transports. Abdul Karim Kaba. Ils sont partis de Kaï, Koulikoro, Koutchala et Mopti en passant par Kati, Ségou et le district de Bamako. En 2 semaines, les caravaniers ont parcouru plus de 3000 km. C'est là dans le cadre de la 11e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, pilotée par l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. En conformité avec le thème de cette édition, rôle et responsabilité des chauffeurs et conducteurs routiers dans la préservation des vies. Sur ce point, les chauffeurs ont été formés et sensibilisés à suffisance. À l'issue de cette caravane, nous avons recensé, entre autres, certaines recommandations formulées par les chauffeurs et conducteurs routiers. Ces recommandations se résument comme suit. Instaurer une formation continue à l'endroit des chauffeurs et conducteurs routiers dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. Assurer l'entretien périodique des routes afin de réduire l'implication de l'environnement routier dans les accidents, multiplier les actions de sensibilisation, de formation et d'éducation à l'endroit de l'ensemble des usagers de la route pour minimiser les accidents dus à la méconnaissance du code de la route. Chez nous, on a coutume de dire que c'est le terrain qui commande. Cela vous a permis de rencontrer et de constater des cas concrets. L'excès de vitesse sur l'axe Kati-Kolokani, où une équipe de patrouille motorisée de la gendarmerie a interpellé certains conducteurs à l'aide du radar de contrôle de vitesse. Le surcharge sur l'axe Sandare-Diankoute-Kamara, où un gros porteur a fini sa course dans le ravin avec une surcharge de plus de 30 tonnes. En attendant une évaluation définitive, je puis vous assurer que la présente campagne a été un succès et soyez-en félicités. C'est la preuve que les campagnes de proximité demeurent une stratégie efficace pour atteindre les cibles. Les participants n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. Durant le parcours, 800 chauffeurs ont été formés au lieu de 550 initialement prévus. Signature ce matin de la convention de partenariat entre l'Agence des technologies de l'information et de la communication et informatique de Kalabankoura. Cette convention va permettre de définir un cadre de partenariat entre les deux structures, ceci dans le but d'augmenter leur capacité d'intervention dans le domaine d'éthique. Une cérémonie suivie par notre reporter Mohamed Ould Mamouni. Les technologies de l'information et de la communication constituent aujourd'hui un facteur incontournable de développement. C'est ce qu'ont compris l'AGETIC, l'Agence des technologies de l'information et de la communication, et l'UFTICA, l'unité de formation en télécommunications et informatique de Kalabankoura, à travers la signature d'une convention de partenariat. Les deux structures se donnent désormais la main pour relever les défis de l'heure. Une coopération entre UFTI et les professionnels du secteur constitue un gage pour une amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation, de l'insertion des jeunes diplômés dans la production. Ceci a pour conséquence de renforcer les capacités humaines des administrations publiques et privées. Il est naturel de préparer les jeunes à entrer directement dans ce secteur. Déjà, nous devons faire un effort à l'endroit des adultes parce que le monde aujourd'hui est numérique. Tout va vers le numérique et on est appelé à faire en sorte que les jeunes puissent s'approprier ces outils-là. Le représentant du ministre a salué l'initiative. Il a invité les acteurs évoluant dans le même domaine de s'inspirer de cette collaboration entre l'AGETIC et l'UFTICA. Il est souhaitable de démultiplier ce type d'initiative à l'endroit de structures bien ciblées, de manière à engager le public, le privé, la société civile, des synergies permettant d'innover et de proposer des solutions et des services utiles aux problèmes du citoyen malien. Rappelons que cette cérémonie de signature de convention est l'aboutissement d'un long processus qui date de 2010. La collaboration entre les deux structures est une première au Mali. Elle constitue également un point de départ, promet le directeur de l'AGETIC.
La BOAD, la BOAD, son rôle dans la promotion des investissements et des mutations structurelles, les voies et moyens de vaincre l'insécurité alimentaire et la résilience des systèmes de production agricole. Voilà quelques thèmes discutés au cours du forum du quarantenaire de la Banque Ouest africaine, dont les travaux ont démarré mercredi à Lomé. Envoyés spéciaux, Mohamed Touré, Mamadou Sidibé. Avec 40 ans d'existence au service du développement, la BOAD se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Face donc à l'ambition légitime de nos États membres d'accélérer dans moins de 2 décennies l'émergence économique, la BOAD joue un rôle important dans la promotion des investissements et des mutations structurelles qui conduisent à l'émergence. D'où l'organisation et l'animation de plusieurs thématiques pour dégager les autoroutes d'un vrai développement. D'éminents spécialistes ont animé des sessions thématiques comme comment vaincre l'insécurité alimentaire, comment renforcer la résilience du système de production agricole pour soutenir la productivité, l'éradication de l'insécurité alimentaire dans l'espace UEMOA, comment dynamiser les PME, PMI et l'agro-business. Nous sommes en train de voir comment démultiplier nos opérations à la base et faire en sorte que dans les 5 ans à venir, c'est-à-dire de 2014 à 2018, nous allons peut-être essayer de mettre en place pour l'ensemble de nos pays plus de 1000 milliards de francs CFA pour intervenir uniquement que dans le développement rural. Autre thème débattu ce jeudi, la croissance verte, les défis dans les mois, le développement de l'énergie solaire et les stratégies de mobilisation de ressources pour les banques sous-régionales de développement. En fait, bénéficie des lignes de crédit que la BOAD met en place pour atteindre les petites et moyennes entreprises. Et depuis notre création, nous faisons cette activité. Il y a certaines banques au Mali qui ont profité effectivement de cette ligne de crédit. Mais il y a certaines agences de microcrédit telles que Kafo Guinée qui ont bénéficié de cette ligne de crédit. C'est en fait un instrument qui nous permet d'atteindre des populations que nous-mêmes on ne peut pas voir. Au regard de toutes ces urgences de développement, la BOAD, dans son plan stratégique, souligne la nécessité de se positionner à moyen et court terme comme un instrument stratégique des États en matière de financement d'infrastructures de base et comme partenaire de choix pour les entreprises et surtout leader régional en matière de financement innovant. Tolérance zéro au MGF, entendez par là mutilation génitale féminine. Un forum vient d'être initié par Enda Tiers-Monde en partenariat avec le Programme national de lutte contre l'excision. Le but de cette rencontre était d'informer et de sensibiliser les communautés qui pratiquent encore l'excision dans les communes 1 et 4 du district de Bamako. Fatoumata Kone, compte rendu. L'excision et le mariage précoce, 2 pratiques ancestrales qui peuvent avoir des effets néfastes sur les filles. Encourager les quelques femmes indécises de la commune 1 et 6 à arrêter cette pratique et à relayer la bonne information sur l'abandon de l'excision. Tel est le but de ce forum. Il est initié par Enda Tiers-Monde Mali en partenariat avec le PNLE. Je lance un appel aux autorités ici présentes afin de continuer une fois de plus à conjuguer leurs efforts pour plaider la cause de l'abandon de l'excision. Grâce aux stratégies de communication pour le changement de comportement mises en place, la formation et la sensibilisation de proximité des populations en général et des élèves et leurs encadreurs en particulier, à travers l'enseignement des modules sur l'excision, la réalisation des films documentaires ont constitué des moyens de prévention contre le phénomène. Les intervenants ont tous exhorté les communautés encore pratiquant l'excision à songer au bonheur des petites filles. Occasion également pour les élèves de l'école fondamentale de la commune 1 et 6 de présenter un sketch sur le mariage précoce, le travail des enfants, la scolarisation des filles, sans oublier le mot-clé du jour. Tolérance zéro en faveur des MGF. Un hôpital moderne susceptible de répondre aux besoins des populations maliennes est l'ambition du conseil d'administration ordinaire de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Cette 12e session a adopté le projet 2014 estimé à 1,46 milliard de francs CFA. De Ségou, le reportage de Amaguiré Ogobaradolo.
Les présentes assises ont adopté les rapports techniques et financiers 2012 avant d'examiner le rapport d'activité 2013 et son budget au 30 septembre. Malgré le contexte socio-politique et économique, l'hôpital de Ségou a enregistré des résultats défiant toute prévision. L'acquisition d'une nouvelle unité banque de sang qui va permettre à toute la région d'être dotée en sang et en produits sanguins. Tous les divers produits sanguins sont actuellement produits au niveau de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Également, au titre de cette année, on a l'acquisition d'une nouvelle radio numérisée qui permet de casser les rythmes avec l'ancienne radio. Le caractère central et stratégique de Ségou exige de son hôpital performance et efficacité. C'est la place stratégique qu'occupe l'hôpital Nianankoro Fomba sur le système sanitaire de façon générale sur le Mali. C'est une zone tampon. C'est pour dire que nous avons assez à faire. Les ambitions de cet établissement hospitalier en 2014 sont grandes et capitales. 2014 va marquer un véritable tournant. C'est l'informatisation de tout l'hôpital Nianankoro Fomba et l'informatisation du dossier médical. L'acquisition des équipements de pointe, tels qu'un appareil de tomodensitométrie qu'on appelle communément scanner. Ce programme sera exécuté grâce à un budget équilibré en recettes et en dépenses à 1,46 milliard de francs CFA et grâce surtout à l'engagement du personnel. Renforcement des capacités de participation des femmes à la gouvernance locale, c'est l'intitulé du projet qui vient d'être lancé dans les communes de Baguinida et Muntugula dans le cercle de Kati. Ce projet est initié par le consortium Se servir de la saison sèche en savane et au Sahel 6 et le groupe de recherche d'action pour la promotion économique et sociale. Compte rendu, Nouhoum Sissoko. Les femmes veulent désormais participer à la gestion des affaires publiques, mais cela nécessite un savoir et un savoir-faire. C'est pourquoi le consortium Se servir de la saison sèche en savane et au Sahel 6S et le groupe de recherche Action pour la promotion économique et sociale GRAPES s'engagent à former les femmes des communes de Baguinda et Muntugula. D'où le projet renforcement des capacités de participation des femmes à la gouvernance locale. Le consortium voudrait, par ce projet, améliorer la connaissance de la femme, améliorer les conditions de la femme afin qu'elle participe aux instances de prise de décision dans sa commune, afin qu'elle participe aux activités de développement de sa commune. Nous nous attendons à des résultats. Les délégués des associations que vous êtes seront organisés, maîtriseront leurs droits et assumeront leurs devoirs. Les autorités locales ont adhéré au projet. Elles ont invité les femmes à se l'approprier. Ce projet initié par le consortium 6S GRAPES est une grande opportunité pour l'ensemble des femmes. Ces formations seront sans nul doute un atout considérable pour les bénéficiaires d'une part et permettront aux femmes de se positionner pour les futures élections communales de 2014 d'autre part. Ce projet qui a une durée d'1 an et demi doit aussi couvrir les communes de Djalakoroba, Kourouba et Nyangadina. Il est financé par le consortium et son partenaire du fonds NEPAD Espagne à hauteur de 121 millions de francs CFA. La Fédération locale des associations de personnes handicapées de Bougouni a procédé à la présentation du bilan des activités inclusives réalisées dans la commune urbaine de Bougouni. Ces activités ont été menées dans un partenariat avec Handicap International et la mairie de Bougouni à travers le projet Droit, Égalité, Citoyenneté, Solidarité des personnes handicapées. Adama Koulibaly. Ce projet Droit, Égalité, Citoyenneté, Solidarité, Inclusion des personnes handicapées est une partition d'un programme sous-régional initié par Handicap International pour la promotion des personnes en situation de handicap. Le projet tire vers sa fin, ce qui amène les bénéficiaires de ces retombées à Bougouni et leurs partenaires à faire le bilan des changements positifs obtenus pour cette couche défavorisée. Poser des actions en faveur de cette couche non négligeable de la population qui représente, selon l'OMS, 15% de la population mondiale doit être un acte quotidien. La personne handicapée est aujourd'hui un sujet de droit. Telle est notre vision à la mairie de la commune urbaine de Bougouni. Avec l'implication du centre d'animation pédagogique,
pour la politique de scolarisation des enfants handicapés. La fédération se réjouit la prise en charge des personnes handicapées par le centre de santé, la signature d'accords entre la mairie et les ONG pour la prise en compte du handicap dans leurs actions, l'obtention du contrat de formation avec le FAFPA, la désignation d'un élu pour point focal pour la question du handicap, entre autres. Plus de 20 millions de francs CFA ont été investis pour leur cause, nous dit le président de la FELA, la Fédération locale des associations des personnes handicapées de Bougouni, qui a choisi un logo. Ce macaron est fait maintenant pour au moins accorder une importance aux personnes handicapées dans le cercle de Bougouni. Dans le noir, le moment où le handicap était mal compris par la société. Le bleu clair, où les gens ont commencé maintenant à comprendre. Le blanc sale, le handicap même est compris par la société et les personnes handicapées commencent à s'impliquer. Le chef du projet décisif à Bougouni, Kola Togo, a remercié les autorités de l'administration et de la commune pour leurs efforts consentis pour l'insertion de cette couche dans le circuit du développement. Un match hand-foot a bouclé la cérémonie. Sport football dans ce journal, la Super Coupe de football annonçant l'ouverture de la saison fédérale se jouera demain samedi au stade Modibo Keïta. À l'affiche, un match de choc. Le stade malien de Bamako jouera contre le Djoliba Athletic Club. En prélude à cet événement, la Fédération malienne de football, fidèle à sa tradition, a procédé ce matin à la remise d'équipements aux deux équipes. C'était au siège de la Fédération malienne de football, en présence de notre reporter Siragatou Sissé. La tradition a été une fois de plus respectée. La Fédération malienne de football habille depuis un certain temps les équipes de la Supercoupe Ben Oumar Sy. Cette année, les protagonistes sont le Stade malien de Bamako, champion en titre, vainqueur de la Coupe nationale, et le Djoliba à ses finalistes malheureux de Dame Coupe. L'occasion est donc bonne pour la Fédération malienne de football d'annoncer la couleur à l'orée de la saison 2013-2014. Nous voulons saisir cette opportunité pour lancer un appel à tous les supporters du Mali, particulièrement aux supporters du Djoliba AC du Stade malien de Bamako, pour que le fair play prévale dans nos stades. En recevant ces équipements, maillots, culottes et bas, les clubs bénéficiaires placent l'événement dans son contexte. Ça se passe dans un très bon esprit. Les équipes n'ont pas encore atteint leur but de croisière. Pratiquement les équipes ne sont pas constituées à 100%. Chacun cherche à avoir une assise. Ce sont les premiers pas. Nous prouvons d'abord cette finale d'abord pour l'esprit de fair play. Et ensuite, nous savons que c'est le début du championnat. Le partenaire privilégié de la fédération se réjouit d'être aux côtés de cette instance. Vu que le football il est porté d'abord par la sélection nationale et qu'en 2013, le Mali est 3e africain, nous pensons que nous pouvons adresser toute notre satisfaction à la Fédération malienne de football. Toutes les dispositions sont prises pour une belle supercoupe entre les deux meilleures équipes du pays. Le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC se sont rencontrés à 8 reprises pour 4 victoires chacun. L'édition de 2013 verra un poids lourd passer devant. Cette Supercoupe sera d'ailleurs la première compétition majeure organisée par le nouveau comité exécutif élu le 8 octobre dernier à Mopti. En avant pour le coup d'envoi officiel du championnat national de Ligue 1, saison 2013-2014, prévu le week-end prochain. Mamoutou Sanogo, ancien directeur national adjoint de l'action culturelle, n'est plus. Chevalier de l'Ordre national en 2006, Mamoutou Sanogo a été arraché hier à l'affection des parents et amis et collaborateurs qui l'ont accompagné à sa dernière demeure, Aldjouma Tina. Le monde de la culture est en deuil. Mamoutou Sanogo, ancien directeur national adjoint de l'action culturelle, s'en est allé. Né en 1951 à Fagnana, dans la région de Sikasso, Mamoutou Sanogo obtient le DF en 1968 à l'école fondamentale Mamadou Konaté. De 1968 à 1972, il décroche le diplôme d'éducation théâtrale de l'Institut national des arts. Admis en 1990 à l'examen professionnel d'accès au corps des administrateurs des arts et de la culture, Mamoutou Sanogo a eu un riche parcours professionnel. Il fut notamment directeur de la compagnie du théâtre national de 1976 à 1980. Directeur général adjoint du Palais de la Culture de 2002 à 2003, directeur national adjoint de l'action culturelle depuis 2005.
À cet homme de culture chevronné, la nation sera reconnaissante en 2006 en faisant de lui chevalier de l'ordre national. Patriote engagé, homme de conviction, intègre et loyal, il a un sens élevé du devoir bien accompli. Ce sont ces qualités reconnues en lui par les plus hautes autorités du pays qui l'ont validé de citer en exemple parmi les dignes fils de la nation et d'être nommé au grade de chevalier de l'ordre national du Mali en 2006. C'est un monsieur intègre, très sérieux, sociable. Il vit avec tout le monde. Il est avec tout le monde dans ce quartier-là. Sa disparition, franchement, ça fait un vide. Réalisateur de nombreux films de Souleymane Cissé, dont Demousso, Mamoutou Sanogo devait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2014. Mais le bon Dieu a décidé autrement. Il repose désormais au cimetière de Dorabougou, laissant derrière lui une veuve et 7 enfants. Voilà, que Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille en son sein, ainsi va la vie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, Mdaï Sissoko, 20h, Ibrahima Djambélé. Ce journal peut être revu sur notre site www.ortm.ml. Le week-end commence. Excellent week-end à tous. Au revoir.